Enfin, mais le bleu mieux. Bonjour à tous, rebonjour. Merci à tous les 5 d'être là. Donc il y a du monde aussi pour cette table ronde qui va aborder, comme nous le disait Cécile, la place du nucléaire dans le shipping. Sujet hyper intéressant face à une décarbonation nécessaire, évidemment. Ce sujet refait surface aujourd'hui dans les discussions sur l'avenir maritime. Alors je suis heureuse de recevoir pour en parler Émilie Espanet. Vous êtes la secrétaire générale de New Energies, qui est la coalition des énergies pour le transport et la logistique. Également avec nous Jean-Étienne Quintin, vous êtes membre de l'Académie de Marine. Didier Daoulas, vous êtes directeur du pôle marine, énergie et logistique chez BC, qui fait du conseil en assurance. Arthur Dard, tout au fond, qui est entrepreneur dans le monde de l'énergie et fondateur d'Aronax, et Jean-Louis Falgoux, qui est directeur de l'entité nucléaire du bureau Veritas. Émilie Espanet, je m'adresse à vous en premier. Le transport maritime représente quasiment 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Tout incite à la décarbonation, comme je le disais. Pourquoi le secteur maritime s'intéresse-t-il au nucléaire aujourd'hui ? J'ai 2 minutes pour répondre à la question, c'est ça. Bonjour à tous, merci de l'invitation, merci d'être avec vous, merci de laisser la place au nucléaire et merci de parler de shipping. Donc juste pour information, la coalition est une coalition d'une vingtaine d'acteurs qui se sont réunis pour accélérer la décarbonation des transports à la demande de Rodolphe Sadé il y a plus de 5 ans. On travaille sur tout type de modes de transport, pas que du shipping, on travaille aussi sur de l'aérien, on travaille sur du routier. Et on vient juste de publier, donc avec différents partenaires, dont Bureau Veritas, PSA, donc pas les voitures, mais la partie terminaux de Singapour et le groupe Honnête, une étude sur le rôle du nucléaire dans la décarbonation du transport maritime. Donc, je vous invite à aller regarder sur Internet, je n'ai pas pu passer les slides, mais vous pourrez retrouver toute cette étude sur newenergycoalition.com. Et donc, en fait, pourquoi on s'intéresse au nucléaire depuis 2-3 ans où on regarde? Il faut savoir que le transport maritime, c'est à peu près 300 millions de tonnes de carburant consommé dans le monde chaque année. C'est à peu près les mêmes pourcentages, 3% de l'énergie globale mondiale. Donc, quand on parle de décarbonation du maritime, on doit s'inscrire dans la logique de décarbonation de l'ensemble des industries et on a des besoins en énergie qui sont énormes. 55 000, 60 000 bateaux dans le monde de plus de 5 000 tonnes, comme vous le savez, sont en opération. Aujourd'hui, le carnet de commandes, quand on le regarde d'ici 2030, c'est 2000 bateaux à ce qu'on appelle la propulsion renouvelables qui sont en commande. Alors, pas encore le nucléaire dedans, mais pour l'instant, on parle de LNG ou de méthanol. Et donc, quand vous faites le calcul en termes de remplacement, vous avez une transition énergétique qui se situe en 2 temps. Vous avez qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui sur les navires existants qui seront toujours là en opération en 2050, en 2040, en 2050, et comment je prépare l'avenir, comment je prépare les futures commandes de bateaux et les futures propulsions. Aujourd'hui, le maritime a plusieurs choix. Il y a le choix des molécules, on parle de bio ou de e-fuel. Vous savez que les molécules de biofuel sont en quantité limitée, donc on s'intéresse aussi à d'autres modes, on parle de vélic notamment, il ne faut pas l'oublier, on parle également de redesign de bateaux. On va mettre en place notamment de ce qu'on appelle des windshields, je n'arrive pas à le traduire en français, donc des écrans, des pare-vents devant les conteneurs pour réduire la consommation. Et en fait, toutes ces technologies, il ne faut pas les opposer. Ce sont des éléments qui permettent d'être combinés. Je ne parle pas d'IA et on peut aussi optimiser les routes et plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, quand on parle vraiment de zéro émission, puisque je rappelle le cadre réglementaire aujourd'hui mondial, qui vient juste d'être voté en avril 2025 par l'IMO, en fait, avec des mesures d'incitation. On est sur des obligations de réduction donc des empreintes de l'empreinte carbone du maritime d'ici 2030 de moins 20 à moins 30% par rapport à 2008 et en 2040 de moins 70 à moins 80%. Moins 70 à moins 80%, je vous parlais de 300 millions de tonnes, vous faites le calcul, il faut des quantités énormes d'énergie. Donc aujourd'hui, le secteur regarde le nucléaire comme un complément, comme une nouvelle mode de propulsion qui s'apparente de plus en plus sérieuse avec beaucoup de projets qui sont dans le pipeline et qu'on va se faire un plaisir de vous expliquer autour de cette table ronde. Des objectifs donc assez importants. Arthur Dard, je m'adresse à vous maintenant. Pour sortir du fossile, quelles seraient les solutions que vous préconisez, vous ? En fait, en regardant les grands bateaux, qui sont ceux qui vont consommer le plus, ils ont besoin de beaucoup d'autonomie pour plusieurs jours, semaines de navigation pour les bateaux transocéaniques. Et ils ont besoin de beaucoup de puissance pour propulser 200 000, 300 000 tonnes à une vitesse correcte, 15 à 20 et quelques nœuds.
Et là, ça limite sérieusement le type de combustible que l'on peut utiliser. Il faut des combustibles denses, donc liquides, et ils peuvent être liquides en étant fossiles, du diesel, du pétrole ou du gaz naturel liquéfié, ou leur version synthétique, ou bio, ou du nucléaire. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'autre solution. Et les combustibles de synthèse dont la voie peut être décarbonée vont aussi intéresser d'autres secteurs, comme l'aérien, qui va en consommer, en tout cas en appeler à peu près autant, et qui n'a pas l'option du nucléaire. Donc lorsqu'on entend ces besoins, le choix limité, il est assez évident qu'il faut creuser dans le détail une technologie qui propulse déjà des bateaux depuis 70 ans ou des sous-marins. Tout ça, ça nécessite d'avoir des ports qui soient accessibles. Et est-ce que, au niveau de l'attractivité portuaire, là je m'adresse à vous, Jean-Louis Falgoux, est-ce qu'on peut accueillir aujourd'hui des porte-conteneurs dotés de propulsion nucléaire en France? Quels sont les besoins en infrastructure, le cas échéant? Alors, tout d'abord, merci de nous avoir accueillis. Bureau Veritas, le monde de l'assurance, nous sommes un tiers de confiance et donc très content de parler du nucléaire. On en peut parler en ce moment, comme vous le savez. Donc, le nucléaire, on parle de porte-conteneurs, de bateaux avec des propulsions nucléaires. Moi, j'aurais un message, et ça rejoint la question, j'aurais un message. On a besoin de vous, parce qu'en fait, notre sujet numéro 1 à tous, c'est la décarbonation de l'énergie. Et ça commence, pour ce qui nous concerne, notre sujet d'aujourd'hui, par électrifier les ports, être capable d'apporter dans les ports des grosses sources d'énergie. Et on a des véritables sujets et on y travaille, il y a quelques projets qui commencent à mûrir dans le monde sur l'installation de petites centrales. Vous avez entendu parler, on parle des SMR, Small Modular Reactors, des petites centrales nucléaires qui doivent être au plus près de ceux qui consomment. Alors, et il se trouve que dans les ports, il y a des besoins en énergie énormes. Donc, et ça, c'est pas des projets qui sont pour 2050, 2060, c'est des projets qui sont pour 2030. Nous avons les technologies. En France, nous avons les technologies des réacteurs nucléaires de petite taille. Dans le monde, bien sûr, des grands acteurs existent. On est capable de les installer en France. On a le cadre réglementaire en France et dans le monde pour installer ces installations-là. On a un sujet, alors on est avec des assureurs, on a un sujet assurantiel, parce que vous imaginez bien qu'on va construire une centrale nucléaire, une petite, qu'elle soit petite ou grande, ça reste une installation nucléaire, à côté d'un site en général type Seveso, et il va falloir trouver le modèle assurantiel, le management des risques qui va bien. Donc ça, ce seront des questions qu'on posera l'année prochaine, vraisemblablement. Eh ben, peut-être que ça sera l'année prochaine, mais en tout cas, nous, pour 2030, on aura besoin de solutions pour assurer ces organisations. Donc là, on est dans des ports qui vont être capables de délivrer de l'énergie. Ça, c'est la première chose. Mais votre question était plus sur est-ce qu'on est capable aujourd'hui de recevoir ces porte-conteneurs avec des installations nucléaires? Aujourd'hui, non. Il n'y a aucun site en France. Alors, je parle de sites civils. Hein, bien sûr, si vous allez dans des bases militaires, c'est une autre histoire. Mais aucun site civil en France et dans le monde qui est capable de recevoir. Néanmoins, nous sommes capables de concevoir, et nous avons l'expérience de pouvoir construire ces installations, mais on est sur des échelles de temps 2050, 2060, qui sont peut-être au-delà de la séance d'aujourd'hui. Si je peux juste compléter, il y a quand même un élément réglementaire qui est important. On a l'obligation en Europe d'installer le branchement à quai dans les terminaux d'ici 2030. C'est un élément assez important en termes de besoins en énergie pour les terminaux, puisqu'en fait, les besoins en énergie des terminaux vont être multipliés entre 4 à 6, ce qu'ils utilisent actuellement. Donc 4 à 6 fois le volume actuel de consommation d'énergie. Donc il y a des vrais enjeux d'accès à l'électricité renouvelable pour les terminaux, que ce soit en France, mais que ce soit partout dans le monde. Et juste pour une information, si on prend un conteneur qui est transporté d'Asie en Europe, la part des terminaux dans la consommation d'énergie sur cette route-là, c'est 8%. Donc c'est pas négligeable. Ça veut dire que donner de l'accès à de l'énergie renouvelable et de l'énergie nucléaire décarbonée dans un terminal, c'est également décarboner le transport maritime.
Merci pour cette précision, Émilie. Et je m'adresse à vous toujours. Les autres, vous aurez la parole, hein, évidemment, tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de ce qui existe déjà avec des navires civils propulsés à l'énergie nucléaire? Vous avez remarqué que les questions difficiles sont pour les femmes. Non. Dans le monde, à peu près aujourd'hui, on démontre 160, enfin ces messieurs savent aussi bien que moi toutes ces questions-là, mais on démontre à peu près 160 navires à propulsion nucléaire, essentiellement des sous-marins, comme vous le savez, également des brise-glaces, hein, beaucoup en Russie et en Chine. On a également les porte-avions que vous connaissez, donc plutôt des usages militaires. Il y a eu dans le passé des essais, des prototypes sur des navires civils nucléaires. Pour l'anecdote, j'en parlais tout à l'heure, le premier navire à propulsion nucléaire civile donc, est le Lénine, projet en 1957, mis sur les eaux en 1959. 1957, c'est un an après la naissance du conteneur. Donc ils ne se sont jamais croisés, peut-être qu'un jour ils se recroiseront parce qu'ils sont en tout cas de la même génération. Et notamment, donc ça c'est, je vous disais, donc les projets au jour ce qui existe. Des prototypes, on a eu donc le Savannah aux US, mais on a également eu l'Ottohan au niveau Allemagne. Ces projets-là aujourd'hui sont arrêtés. Mais on a de plus en plus de projets, tu viens d'en parler, sur des plateformes en fait flottantes, ce qu'on appelle les floating nuclear power plants, qui sont en cours de déploiement. Et là, on recense plus de 80 projets en déploiement actuellement, donc on a énormément de projets. Sur ce qui existe aujourd'hui, le nucléaire, c'est une réalité, il y a des bateaux propulsés au nucléaire. La question, c'est comment on l'adapte aux civils et comment on sera prêt pour l'adapter aux civils. Donc essentiellement du militaire pour le moment, évidemment. Jean-Étienne Quintin, maintenant je m'adresse à vous pour savoir quel est un peu l'état de la législation en matière de navires à propulsion nucléaire. Bien, dans les années 60, les juristes nucléaristes ont accompagné le mouvement du développement industriel civil terrestre de production électrique. Et ça aboutit à deux grandes conventions internationales, celle de Paris et de Vienne, qui ont été amendées à plusieurs reprises. Et à la même époque, s'est posé la question de savoir si on pouvait déjà adopter des moyens de propulsion sur des navires. Qu'en est-il en fait de ce droit de la responsabilité des opérateurs de navires? Pour utiliser une expression un peu botanique et très décarbonée, c'est en dormance. Pourquoi cette endormance? Tout simplement parce que il y a des textes qui ont été rédigés, certains sont entrés en vigueur, d'autres pas. Alors je voudrais faire un commentaire sur trois textes d'importance. Le premier, c'est la Convention de Bruxelles de 1962 qui régit les responsabilités de l'opérateur de navires civils à propulsion nucléaire, qui, faute de combattants, faute de navires, faute de modèle économique viable et rentable, n'a jamais été ratifié. Donc ce texte existe et il mériterait bien évidemment d'être toiletté. Le deuxième texte d'importance, et là, hasard de calendrier, puisque a lieu en ce moment à l'OMI la 110e conférence sur la sécurité maritime, et à l'ordre du jour de cette conférence qui a lieu entre le 18 juin et le 27 juin, a lieu la remise à niveau, enfin en tout cas les réflexions sur le chapitre 8 de la Convention de la sauvegarde de la vie humaine en mer, SOLAS, dans le domaine des navires nucléaires. C'est ce qu'on appelle le Code nucléaire de 1981, qui pour le moment est assez obsolète puisqu'il se réfère qu'à un certain nombre de types de propulsion, comme les réacteurs à eau pressurisée, et puis surtout il est pour le moment très éloigné des nouvelles technologies employées. Puis enfin il y a un dernier texte, finalement le paradoxe du système c'est que la France est en avance sur son temps, puisque le seul texte en droit positif, c'est la loi du 12 novembre 1965, qui reprend peu ou prou dans 23 articles les grands principes de la Convention internationale de 1962. Donc vous le voyez en fait, un corpus conventionnel et législatif qui existe, mais qui n'est plus adapté aux réflexions techniques et industrielles qui nous attendent. Donc vraiment un droit en devenir.
une remise à niveau nécessaire. Jean-Louis Falgoux et Didier Daoulas, j'aimerais que vous interveniez sur les principaux freins qu'on peut retrouver sur l'adoption du nucléaire dans le shipping, avec peut-être l'acceptabilité sociale et politique. Didier Daoulas. Bonjour à tous et à toutes, merci de me donner la parole. Alors je voulais commencer par témoigner pour dire qu'avant tout c'est évidemment possible de faire naviguer des navires à propulsion nucléaire, puisque j'ai moi-même servi pendant 30 ans dans les forces sous-marines au sein de sous-marins en particulier, sous-marins d'attaque et sous-marins de la dissuasion. Donc moi j'étais ingénieur atomicien de formation et donc on conduisait des réacteurs à eau pressurisée dont on maîtrise parfaitement la technologie, qui ont la qualité d'être des réacteurs compacts, donc facilement intégrables dans un diamètre assez limité. Un sous-marin d'attaque, ça doit faire 7 mètres de diamètre. Oui, c'est pas très grand. Et donc c'est possible. Après, il y a des barrières à l'entrée pour la bascule dans le monde civil. Il y en a plusieurs. Il y a des freins technologiques et techniques, mais Jean-Louis en a parlé. La technologie est aujourd'hui maîtrisée. Il y a un vrai regain de nucléaire. Donc moi, je sors quand même d'une vingtaine d'années de nucléaire bashing. Donc je suis assez content de pouvoir avoir ce genre de discussion aujourd'hui. Et depuis une dizaine d'années, le nucléaire du fait des problématiques de décarbonation est une des solutions, et on remet de l'intérêt, on investit, on a des entrepreneurs qui envisagent d'adapter la technologie de nos réacteurs pour des small réacteurs, ça a été évoqué également, soit pour des besoins à terre, énergétiques à terre, soit pour la propulsion nucléaire embarquée. Donc il y a un défi technologique, mais on le connaît et on le maîtrise en France. Il faut juste avoir quand même en tête qu'il faut pouvoir l'intégrer dans un navire civil, ça on en serait capable. Il faut également être capable d'assurer la maintenance de ces réacteurs, parce que le cycle de vie des réacteurs et des navires fait qu'il faudra avoir des capacités de maintenance et donc des infrastructures adaptées au nucléaire. Donc il y a quand même des spécificités au nucléaire que je ne vais pas développer pour ne pas faire de technique, mais malgré tout il y a des spécificités. Et également la capacité à recharger, puisque selon les technologies de réacteurs embarqués, nous aurions la nécessité tous les 10 ou 15 ans d'effectuer des rechargements partiels ou total des réacteurs. Donc, premier point technique. Ensuite, acceptabilité. C'est un deuxième frein, donc ça on y travaille tous, mais on a la chance aujourd'hui d'avoir une vraie expérience avec un parc électronucléaire français important, 57 réacteurs. La marine exploite 12 réacteurs, donc sur les 6 sous-marins nucléaires d'attaque, sur les 4 SNLE et 2 réacteurs sur le porte-avions, donc on a une vraie expérience, des vrais champions français de l'électronucléaire, civil ou militaire. Donc en termes de maîtrise des risques, je pense qu'on est dans une situation plutôt de confiance et de parfaite maîtrise. Des besoins de financement, donc ça c'est également un autre frein pour moi. Donc et quand je pense à financement, parce que c'est forcément des investissements de long terme, on n'envisage pas on n'envisagerait pas d'installer des réacteurs embarqués de manière réversible pour une courte durée, en version prototype. Je pense que ça n'aurait pas de sens puisque ça demande des investissements importants et dans le design, et dans la formation, et dans la qualification des personnels. Des besoins d'assurabilité, je les mets également avec les besoins de financement, évidemment, donc c'est important pour nous tous. Donc pas de nucléaire sans parfaite maîtrise de l'énergie nucléaire embarquée, et également la capacité d'assurabilité est importante. Des freins juridiques, donc ça a été évoqué, donc le besoin d'adapter la législation, et pas seulement la législation et la réglementation française, mais également celle de l'OMI et celle de différents ports où nous serions amenés à faire des escales. Et le dernier frein pour moi, je l'ai déjà évoqué, c'est le temps long, c'est forcément du temps long, puisque un réacteur c'est une longue durée de vie en général, en tout cas pour les réacteurs militaires, la durée de vie de la cuve et du cœur c'est pour la durée de vie du bateau, et ensuite il faut être capable de gérer également son démantèlement et donc d'investir dans le temps long. Une cinquantaine d'années à peu près. C'est ça, exactement, une cinquantaine d'années. Et est-ce que, Jean-Louis Falgoux, je vous laisse compléter. Juste compléter. Alors, je ne sais pas si dans le domaine du maritime, on peut parler de porte-drapeau, mais peut-être plutôt de porte-pavillon.
on a véritablement besoin d'une entité, une volonté politique pour lancer ces projets. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si on regarde ce qui se passe un petit peu à l'extérieur de la France, même de l'Europe, on se rend compte qu'actuellement, ces projets-là avancent. Ces projets-là de navires à propulsion nucléaire, de barges avec un petit réacteur dessus, ils avancent. Ils avancent en Corée, ils avancent en Chine, ils avancent en Russie. Jean-Christophe parlait de remise à niveau des codes, des guides nucléaires maritimes. Il parlait de la réunion. Aujourd'hui, cette semaine, il y a une réunion au niveau de l'AIEA. Les Coréens, les Chinois, les Russes, les Américains disent qu'il faut modifier. Nous sommes complètement absents. Les Français, l'Europe est complètement absent. On n'a personne qui prend alors que nous avons toutes les compétences. Il est malheureux qu'on n'ait pas cette volonté politique européenne, française, on a toutes les compétences, mais on va dire européenne, alors qu'on a des ports qui demanderaient que ça. Et on a certainement des entreprises qui seraient prêtes certainement à travailler sur ces sujets-là pour justement avoir une solution européenne nucléaire. Vous identifiez qui du coup pour pousser ce projet? Votre voisine? Il va falloir des personnes qui ont des compétences dans la gestion de réacteurs nucléaires. On en a en France, on en a en Europe. Hein. Il y a suffisamment d'électriciens européens, pas français certes, mais ils ont aussi d'autres chats à fouetter, européens qui ont ces compétences-là. On a des CMA, CGM qui sont certainement prêts à prendre le lead. Donc je pense qu'on a un écosystème qui existe pour pouvoir proposer une solution. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, je passe la parole à Arthur Dard aujourd'hui, maintenant, pour voir quels seraient les risques au développement de cette solution. Alors, pour que ça puisse démarrer, effectivement, il faut une vision de temps long, parce que c'est beaucoup de sujets qui sont liés en termes de développement d'une réglementation. Tant qu'on ne connaît pas les règles du jeu, il est difficile de développer une solution. Et en même temps, la réglementation se construit sur des exemples concrets qui avancent. Et donc, il faut avoir une confiance dans ce temps long. Il y a d'autres risques d'identification de business model. Le business model d'un armateur, si on prend un armateur de porte-conteneurs par exemple, est très fortement chamboulé s'il se base sur des bateaux à propulsion nucléaire qui auront un investissement en amont beaucoup plus important et un arbitrage sur les trajets plus faible, puisque l'investissement aura été fait en amont, quelle que soit la trajectoire et les distances parcourues. Donc il faut pouvoir rentrer dans cette construction d'un nouveau business model, une nouvelle réglementation. En découle le bon choix technologique. À quelle fréquence on fait des rechargements de combustible? À quelle fréquence on peut admettre des interruptions pour maintenance, des interruptions de trafic? C'est des éléments qui nécessitent ce temps long, donc cette visibilité sur une motivation pour donner un prix au carbone, pour donner un prix à la souveraineté énergétique, qui sont nécessaires pour avancer. Et c'est autant d'éléments qui peuvent être des risques ou des opportunités pour avancer. Des risques, et Didier Daoulas, des risques aussi, il faut former et qualifier les équipages, ça prend du temps, donc on est sur le temps long là aussi. Oui, en fait, l'enjeu RH, il est très important, puisque comme vous l'avez dit, on s'inscrit dans le temps long. Il y a toute une filière RH à organiser entre l'opérateur, l'ingénieur, et il y a des fonctions très spécifiques, comme un chimiste, des personnels qui vont également travailler sur l'instrumentation de la chaufferie. Donc moi, j'ai fait le cursus de formation atomicien, ça prenait 2 ans pour un ingénieur, et globalement 1 an pour les opérateurs, avec une phase de qualification sur plateforme qui permet aussi de valider les réactions en cas d'incident ou d'accident de tout le personnel et d'être qualifié, puisqu'il y a effectivement dans le nucléaire, l'autorité de sûreté nucléaire impose une qualification individuelle et une qualification par équipe, ce qu'on peut pour nous garantir d'avoir des réactions parfaitement adaptées dans le good book. Donc il faut retenir une formation longue avec des armateurs qui auraient des besoins de suivre cette filière atomicien avec le Stempel atomicien dans la durée. Par exemple, dans la marine, je me souviens qu'on avait un chimiste par bateau, donc
pour les sous-marins de la dissuasion, il devait y avoir 10 chimistes. Donc autant vous dire qu'il faut être capable de... il faut 1 an et demi pour les former, les suivre, les qualifier. Donc ça nécessite un investissement important, humain et également RH. Donc ça veut dire aussi probablement plutôt du sériel. Si vous faites qu'un bateau nucléaire, l'investissement que ça va demander à la fois technique dans le réacteur, mais aussi dans la formation RH, fait que vous allez sinon immobiliser une partie de vos personnels uniquement sur ce bateau-là. Donc l'idéal, c'est d'avoir plusieurs bateaux à propulsion nucléaire. Il faut évidemment promouvoir ça. Émilie Espanet, est-ce que, on va parler un peu technique, quel type de navires pourraient être les premiers concernés ? C'est une excellente question. Alors, c'est une question de taille. Les SMR, comme on vient de vous l'expliquer, des Small and Medium Reactors, sont à peu près sur des puissances entre 30 et 100 mégawatts. Quand on regarde les besoins en énergie sur les différents bateaux, tout dépend... Excusez-moi, problème technique. Tout dépend en fait les distances aussi parcourues. Vous avez la longue distance et la courte distance, mais aujourd'hui les études démontrent en fait qu'il y a 2 types de navires qui s'y prêtent fortement, qui sont le porte-conteneur en lui-même, puisque les besoins en fait d'un porte-conteneur se situent entre 40 et 50 mégawatts, et vous avez les navires de croisière. Les navires de croisière, vous transportez du passager public. Un porte-conteneur, c'est une flotte maximum de 14-20 personnes équipage. Donc les premiers prototypes que l'on voit, c'est vraiment sur des porte-conteneurs en fait qui sont en train d'être développés, et beaucoup en Asie. En fait, il y a des premiers projets, il y a des premiers design concepts qui sont aujourd'hui déposés. Il faut le savoir, que ce soit de la part des Sud-Coréens ou de la part de la Chine. Et aujourd'hui, c'est une réalité. On avance. Alors on parle bien sûr d'une technologie qui serait mature en 2035, mais 2035-2036 pour les SMR de 3e génération, et on parle de 2040 pour les SMR de 4e génération. Quand on regarde, c'est dans 10 ans. Donc le temps de mettre en place un cadre réglementaire, quand on a parlé notamment d'ETS en Europe, les premières fois on a mis 5 ans, rien que sur une taxe carbone en Europe. Donc en fait c'est demain. Il y a certes ce temps long, ce qui est dur pour l'investissement, on en parlait, des investissements d'une certaine taille, mais il y a surtout la réalité, le countdown, en fait, de se dire, si on veut être prêt en 2035, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et je voudrais juste revenir sur un élément également qui est important que tu as dit. Aujourd'hui, quand on fait des projections de coûts sur la viabilité économique du nucléaire, l'équation fait que ça se regarde. Par contre, il y a plein d'incertitudes qu'on n'a pas aujourd'hui, et notamment le coût d'assurance. Donc moi, j'aimerais donner un rendez-vous pour essayer de commencer à travailler là-dessus, puisque si cette part-là n'est pas clarifiée dans les années qui arrivent, forcément, les investissements sont beaucoup plus durs. Mais ça, c'est un message pour la salle. Je crois que le message a bien été entendu et anticipé même. Est-ce que, juste une dernière question, sur quelle route c'est prévu ? Oui, autre question. Encore vous. Je n'ai pas de boule de cristal. On se base sur, donc, toujours encore une fois, cette étude qui a été publiée en avril 2025, qui est très récente sur notre site et qui a été faite avec le cabinet Deloitte, et je vous invite vraiment à les regarder, qui est très intéressante. Les premières routes qui se dégagent sont sur de l'intra-Chine, par exemple. On ferait en fait 2 ports entre Chine, donc sur des petites distances. On parle également de Transpacifique, Chine-US. Los Angeles et Shanghai aujourd'hui discutent, vous avez certainement entendu parler des Green Marine Corridor, discutent sur ces technologies-là. On commence également à regarder, bien sûr du Nord-Europe, mais on regarde aussi ce qu'on appelle l'intra-Asie. On va regarder de la Chine vers Singapour. Singapour, à ces questions nucléaires, commence à vraiment sensibiliser sa population pour voir arriver des premiers bateaux. Et vous avez notamment des ports qui sont plus en avance dans leurs discussions, qui commencent à regarder leur cadre réglementaire, qui s'associent avec d'autres ports. Il faut quand même garder en tête qu'un porte-conteneur aujourd'hui, c'est une route maritime. C'est pas du pendulaire. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces notions-là. C'est-à-dire qu'un porte-conteneur va faire plusieurs escales. Il fait une route maritime, il va faire 5 à 6, 7, 8 escales, stop dans différents ports. Quand on parle là de close loop, ce qu'on appelle, par exemple, je fais de la Chine-US, j'ai qu'un service pendulaire entre 2 ports. Certes, cet usage-là va venir complexifier le cas d'usage du porte-conteneur. Aujourd'hui, on est dans un monde, un business model qui est assez souple. On prend un porte-conteneur qui était sur une route Asie-Europe, on va le mettre sur une route Asie-US. Du jour au lendemain, il n'y a pas de cadre réglementaire contraignant. Si demain, le cadre réglementaire évolue petit à petit, on sera beaucoup plus contraint dans les opérations en fait, d'un porte-conteneur que ce que l'on l'est aujourd'hui, sans rajouter la problématique des énergies disponibles dans l'ensemble des ports, comme vous le savez.
Arthur Dard, vous voulez rajouter quelque chose? Compléter, il y a un pays dans le monde qui possède 2 ports commerciaux espacés par un océan et sur lequel la route ne croisera les mers d'aucun autre pays. Et ben, ce pays, c'est la France. Entre les Antilles et la métropole, on peut envisager une route. C'est une route qui est déjà très utilisée, en plus avec souvent des porte-conteneurs réfrigérés qui ont besoin de plus d'énergie, plus de vitesse. Et donc on a un cas idéal où on n'a pas de négociation. Évidemment qu'il y a un gros trafic entre Los Angeles et Shanghai, mais les négociations nucléaires entre la Chine et les États-Unis peuvent prendre un peu de temps. Et là, il n'y en aurait pas. Donc il y a vraiment effectivement un certain nombre d'atouts considérables qui justifient cette réflexion d'un grand nombre d'acteurs dans l'écosystème français qui existe pour pouvoir bosser ensemble. Toute petite différence près, on commence les débats, c'est que tu es quand même plus plein sur ce qu'on appelle le leg faible entre l'Asie et les US, il faut penser rentabilité économique, que ce que tu l'es des Antilles vers la France. C'est surtout de la France vers les Antilles où tu es plein, et les Antilles vers la France, les taux de remplissage sont quand même assez basses, qui est aussi moins le cas sur le Transpacifique. Donc c'est aussi cette notion de viabilité économique qui doit être mise en place. Et propulser au nucléaire, des navires auraient des corridors maritimes dédiés ou pas, parce qu'ils sont au nucléaire? C'est ce que je viens d'essayer d'expliquer par rapport aux routes. En fait, c'est sûr, au départ, on pense plutôt des corridors dédiés entre 2 ports ou entre 2-3 ports, alors que les besoins du conteneurisé sont plutôt sur plusieurs ports, sur des routes maritimes plus larges. Maintenant, ça existe. Shanghai, Los Angeles sont des routes déjà faites. On parlait d'intra-Asie, il y a aussi des besoins, ce qu'on appelle de cabotage, qui sont évidentes, mais les puissances ne seraient pas les mêmes. Ce sont des routes qui sont pressenties pour être les premiers, parce que là on parle des premiers cas d'usage, mais on espère qu'il y aura un développement et qu'un jour on pourra avoir de la technologie nucléaire beaucoup plus large avec les technologies plus matures et plus sécures qui arrivent. Merci Émilie. Jean-Étienne Quintin, je m'adresse à vous maintenant pour savoir, vis-à-vis des armateurs en amont, ce choix de la propulsion nucléaire pour les navires marchands, ça impliquerait quoi pour eux? Alors, je vais reprendre le fil rouge du temps long parce que c'est vraiment notre fil guide. Et il n'y a pas que l'amont, ça va être l'amont et l'aval. C'est le critère économique avec évidemment rentabilité et profitabilité. L'objectif du zéro net émission va faire naître des concurrences de modes de propulsion, méthanol peut-être, ammoniac, hydrogène et autres modes de propulsion. Jusqu'à maintenant, les armateurs, quel que soit le type de navire, soutaient avec des produits carbonés liés au cours du pétrole. Donc c'était simple, l'équation était la même pour tout le monde. Là, changement de paradigme, on va se retrouver à des moments où des armateurs ont choisi un type de mode de propulsion. Le nucléaire aura l'avantage pour celui qui l'aura choisi de connaître bien ses coûts, et là aussi dans le temps long. Mais la question qui va se poser, c'est de se dire, face à ces coûts, qu'en est-il du cours, du fret, c'est-à-dire de la loi de l'offre et de la demande sur un type de trajet pour un produit déterminé. Et là, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver, comme on le sait, dans un système où on a vu que le prix du fret de conteneur passait du simple au triple en quelques mois. Donc très bien pour celui qui aura choisi le nucléaire, il connaîtra ses coûts. Mais si le fret devient déficitaire, voire pousse l'entreprise vers la liquidation, qu'est-ce qui va se passer? Donc le temps long, c'est ça, c'est de se dire, est-ce que je vais sur le nucléaire? Quelle va être la concurrence? Sur le nucléaire civil, vous êtes sur un marché dans lequel on connaît les coûts, c'est réglementé, vous avez des entreprises publiques, parapubliques, c'est assez simple. Là, le coût de la propulsion est connu. En revanche, le marché sur lequel l'armateur va se retrouver, et ben là, c'est la concurrence. Et la concurrence avec des taux de fret qui peuvent être attractifs si ils sont bons, mais face à des coûts parfois extrêmement élevés. Se posera effectivement aussi la question de savoir si, tout simplement, les armateurs seront les exploitants nucléaires. On voit des articles dans lesquels se pose la question de savoir si on ne va pas décorréler la responsabilité d'un producteur d'énergie qui va louer un système de propulsion à un armateur. Parce que, encore une fois, on est dans le temps long. Que va-t-il se passer pour le démantèlement? On ne sait pas. Donc, en réalité, il y a beaucoup plus de questions que de réponses dans ce domaine-là. Bon, des questions, il y en a toujours plein à poser. Je vais me tourner vers vous,
Jean-Louis Falgoux, en tant que bureau de certification, est-ce que on peut envisager à court terme une certification d'un navire nucléaire, enfin propulsé par du nucléaire? Alors, à court terme, sur un temps long à court terme, moi je ne sais pas trop faire. Quand il y aura des bateaux à propulsion nucléaire, je pense que les organismes de certification seront prêts pour les certifier. Donc nous travaillons à améliorer la réglementation. Et nous sommes partie prenante comme entité internationale avec tous ces acteurs que l'on a cités, les Coréens, Chinois, Américains, pour justement que cette réglementation sorte. Et après, nous allons aligner les réglementations maritimes, les réglementations de l'AIEA, IMO et AIEA. Nous travaillons sur ces sujets-là et nous serons prêts le cas échéant et le jour J, n'ayez crainte. Et pour cela, il nous faudra, comme cela a expliqué, un système assurantiel défini, des routes définies, des installations aussi, puisque c'est aussi ça, un bateau nucléaire, il faut prévoir des organismes, on a une autorité de sûreté qui va imposer des bâtiments au cas où il se passerait quelque chose sur le bâtiment, donc au cas où il va falloir construire tout cet écosystème. Donc c'est un chantier titanesque, mais nous serons prêts. À court terme, j'y crois pas trop, mais à court terme, du long terme, j'y crois plus. Bon, c'est bien ça, c'est en même temps. Et Didier Daoulas, je me tourne vers vous. Sur les conditions de succès de tout ça, est-ce que si vous deviez citer la condition clé pour que le nucléaire trouve sa place dans le shipping, ce serait quoi? Si vous voulez bien, je vais en donner trois mots. Enfin, vous avez 1 minute et demie. 3 mots dans la condition du succès. Ça a été évoqué aussi à plusieurs reprises. C'est d'abord la volonté, donc une forte volonté politique, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée. En fait, et étonnamment, la barrière technologique et technique n'est pas du tout la plus complexe, puisqu'on sait déjà aujourd'hui mettre en œuvre des réacteurs compacts sur des navires. Et on va probablement le faire sur des installations à terre avec les SMR qui aujourd'hui se développent, en tout cas dans le design. Donc une forte volonté politique, ça c'est un indispensable. Je pense que le deuxième mot c'est la confiance. Et ça veut dire qu'on ait une parfaite maîtrise des risques, qu'on les connaisse, qu'on les partage, que le monde de l'assurance aussi monte en gamme sur le sujet. Et clairement c'est un risque parfaitement maîtrisé, mais c'est un risque d'intensité. Donc il faut éplucher la réglementation et qu'effectivement les risques soient partagés. Et il faut également assurer l'impératif de sûreté de ces installations. Ce que l'on fait aujourd'hui très bien, les réacteurs français et les SMR sont souvent autossûrs. Enfin, c'est un terme qui veut dire que dans la plupart des incidents et accidents, il a lui-même la capacité à se mettre à l'état sûr sans intervention extérieure. Donc ça doit aussi participer au gain de confiance. Et le dernier mot, c'est la durée. On l'a dit, alors courte, longue, c'est plutôt du long terme, je le répète. Ça nécessite d'investir dans la durée, de passer à l'échelle aussi, puisqu'on a vu qu'il y avait des investissements RH et des coûts financiers importants. Donc je pense que pour un armateur, même un armateur important, il faut qu'il voit grand et avoir une flotte importante pour avoir un retour sur investissement intéressant. Et ça nécessite également des infrastructures terrestres et des ressources humaines adaptées. Et juste pour avoir un chiffre en tête, avec la relance du nucléaire aujourd'hui en France, on estime le besoin RH à 10 000 personnes par an. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai enjeu RH également. Et un marché en perspective. Merci à tous les 5. J'aurais voulu faire un dernier tour de table, mais évidemment, on n'a pas le temps. Et donc, on s'inscrit dans le temps long et l'année prochaine, on verra les problématiques assurantielles. Ça, c'est sûr. Donc, on voit bien que le nucléaire soulève autant d'intérêts que de défis dans le maritime. Merci. Vous pouvez rejoindre vos places. C'est l'heure de la pause tant attendue. Rendez-vous dans 30 minutes, donc à 16h40 pour la reprise des débats.